Bonjour Nicolas. Bonjour. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'accorder de votre temps à notre association, La Vie Après, pour échanger sur votre traversée du cancer à la nage. C'est d'ailleurs aussi le titre de votre livre, mais nous y reviendrons. Tout d'abord, je vous invite aussi à vous présenter, à nous expliquer votre parcours de nageur de haut niveau, avec aujourd'hui plus de 20 titres de championne du monde et autant de records du monde. C'est lorsque vous êtes aux portes des Jeux Olympiques de Los Angeles que vous apprenez que vous êtes touché par le cancer. Vous allez devoir apprendre à composer avec la maladie, les traitements, les effets secondaires et psychologiques, tous les dommages collatéraux. Racontez-nous comment avez-vous pu traverser ce parcours. Bonjour d'abord, merci de votre accueil. Je ne me suis pas posé les questions de cette façon-là. En fait, j'ai vécu les choses les unes après les autres. Alors c'est vrai que la maladie, c'était un petit peu après Los Angeles, c'est quelques années plus tard, mais ça a été une vraie épreuve à laquelle je n'étais pas préparé du tout. Et j'ai trouvé la force d'avancer sans jamais reculer, juste avec l'amour de la natation principalement. C'est ce qui m'a permis d'avoir des objectifs et de garder des objectifs dans ma vie. J'avais bien sûr une vie d'homme, mais j'allais dire le fait de retourner à la piscine, de faire bouger mon corps, de voir qu'il pouvait encore fonctionner, c'est vraiment ce qui m'a aidé au quotidien à sortir de tout ça et à affronter les différentes étapes, les traitements, les coups de moins bien qu'on a tous à certains moments. Et c'est vraiment ça c'était ma respiration quotidienne, d'aller à la piscine et d'oublier un peu, de me plonger, d'être déconnecté du monde et de pouvoir me concentrer sur moi-même. D'accord, merci. Comme vous le savez, notre association La Vie Après œuvre pour accompagner des personnes touchées par le cancer pendant, mais aussi et surtout après la maladie, pour accompagner la personne dans sa reconstruction et son retour, on va dire, à la vie normale. Nous rencontrons beaucoup de personnes qui pratiquaient déjà du sport avant la maladie, d'autres pas du tout. Quels conseils vous pourriez leur donner dans les deux cas, sportifs et non sportifs ? Alors le conseil que je pourrais donner, ça va au-delà du sport. Il me semble important quand on est touché par la maladie et qu'on a des problèmes avec son corps, donc des problèmes souvent d'image, des problèmes de relation avec soi-même, de conflits intérieurs, puisque le corps nous trahit un petit peu, si je peux dire ça comme ça. C'est d'avoir une passion et d'avoir quelque chose à quoi on va se raccrocher. Alors ça peut être du sport, ça peut être de la musique, ça peut être de la peinture, ça peut être des balades en forêt, ça peut être ce que l'on veut. L'idée c'est d'avoir quelque chose de positif et qui nous donne quotidiennement un objectif à atteindre. Le sport, quand on était pratiquant comme moi, il faut savoir être raisonnable. Pendant très longtemps, on n'est plus capable de faire la même chose que ce qu'on était capable de faire avant. Il faut trouver des sources de satisfaction dans autre chose que le fait de vouloir aller plus vite ou plus longtemps. Il faut juste se satisfaire de pouvoir faire. Et pour ceux qui n'étaient pas sportifs, le fait de pouvoir mettre son corps en action, de pouvoir le remettre doucement en marche au travers d'une activité qui peut être douce, ça peut être de la marche, ça peut être un petit peu de gymnastique, ça peut être aussi des choses plus intérieures, de la sophrologie, du yoga. Ça va permettre peut-être de réharmoniser un peu la personne, de refaire le lien entre un passé douloureux qui est tout proche et un futur que l'on va essayer de faire exister. D'accord, merci. Ça rejoint un petit peu la question suivante, effectivement, puisqu'on avait envie de vous demander de nous expliquer comment l'activité sportive peut leur permettre un mieux-être, une amélioration de la confiance en soi, un renforcement du mental et quels effets ou bienfaits on peut en escompter. Alors, effectivement, le fait, pour les personnes qui étaient non sportives, sédentaires, il y en a une partie, moi j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont dit on avait oublié ce qu'on était capable de faire, on avait perdu l'habitude de faire, on savait même plus qu'on était capable de faire, on se laisse happer par la vie, on perd le temps, on prend plus le temps, et simplement redécouvrir un petit peu les choses essentielles, s'occuper de soi, trouver du temps pour faire bouger son corps, trouver du temps pour s'occuper de ses proches, trouver du temps pour faire son jardin. Ça peut être une activité très saine, c'est pas très violent, c'est quelque chose qu'on peut faire même quand on est fatigué avec les traitements ou post-traitement. Réapprendre aussi à écouter son corps,
parce que bien souvent dans la vie un peu trépidante que l'on mène, on oublie de se souvenir que le corps c'est pas une machine, c'est pas un robot, quoi. C'est quelque chose de vivant et qu'il a besoin de périodes de repos, qu'il a besoin de périodes fastes, il a besoin de périodes. On va avoir des périodes d'excitation, de haute intensité, mais on a aussi besoin d'avoir des périodes de basse intensité où on va tout simplement se reposer, être à l'écoute et savoir pondérer ou moduler un petit peu son action. La vie moderne ne nous permet pas toujours ça et la maladie m'a beaucoup aidé à ça. Et dans mon entourage, j'ai quand même côtoyé pas mal de gens qui m'ont dit ça m'a remis un peu les idées en place. Alors malheureusement, ça se fait avec beaucoup de douleur et beaucoup d'adversité, mais ça peut permettre effectivement de retrouver un sens des valeurs un petit peu optimisé. D'accord. Encore une fois, ça vient rejoindre la prochaine question. Quels conseils on pourrait donner à ces personnes qui surtout n'étaient pas sportives et pour qu'elles aient trouvé l'envie de peut-être faire du sport? Alors simplement mieux se connaître, déjà, avoir une meilleure connaissance de soi-même, savoir aussi détecter parfois des petits signes avant-coureurs auxquels on ne prête pas forcément attention. Ça ne veut pas dire qu'on devient hypocondriaque, on ne fait pas attention à tout, mais apprendre à s'apporter à soi-même un peu plus d'estime, un peu plus d'écoute, un peu plus d'attention. On sait aussi qu'un certain nombre des cancers, par exemple, moi j'étais malade au niveau des testicules, j'ai fini par sentir moi-même la tumeur. Il y a des dames qui ont des cancers du sein et qui vont pouvoir faire de l'autopalpation, qui vont pouvoir sentir les choses. C'est pas possible dans toutes les pathologies, mais simplement retrouver une proximité avec soi-même, retrouver une harmonie aussi avec soi-même par rapport à, encore une fois, cette vie moderne qui nous happe. On a toujours de l'urgence dans tout. Et on est toujours en train de courir et retrouver le temps des fois de prendre le temps, tout simplement. Et de se poser. On sait que le mental, il fait aussi partie du sportif, comme dans les difficultés rencontrées dans la maladie. Quelle réflexion intérieure, quelles clés avez-vous utilisées pour garder le moral et ce mental? Alors disons, moi j'étais athlète de haut niveau avec l'habitude d'être confronté à des épreuves. Alors les épreuves dans ma piscine, c'était plutôt un chronomètre qui tourne plus ou moins vite en fonction de la vitesse à laquelle on nage, mais aller chercher la performance et combattre la maladie, c'est aussi quelque part une recherche de performance et d'optimisation des facultés que l'on possède. J'ai en moi un certain nombre de choses que je peux mettre en place. Ça peut suffire ou ça peut malheureusement ne pas suffire. On a tous des exemples malheureusement de gens qui nous quittent parce que la maladie est détectée à un stade trop avancé. Mais dans tous les cas, savoir aller chercher en soi les ressources dont on dispose. Et moi j'ai fait, sans me rendre compte vraiment sur le moment, j'ai fait de la maladie une sorte de compétition. En fait j'avais un adversaire et j'avais pas le choix, il fallait que je gagne ou que je ne sois plus là. C'était un combat, une compétition avec des étapes. Quand je m'entraîne, j'ai des entraînements pour arriver à une performance. Quand je me soigne, j'ai des étapes, j'ai des bilans, j'ai des contrôles, j'ai tout ce qui va avec. Un coach quand je m'entraîne, un médecin quand je suis malade. Il y a vraiment un parallèle fort qui existe. Et le fait d'avoir été habitué à cet apprentissage de la performance, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai vécu ça avec... je vais dire presque facilité parce que c'était simplement une transposition de ce que je faisais depuis des années dans le sport. Je crois qu'on a cette façon d'appréhender les épreuves, elle est propre aux sportifs, elle est propre aux musiciens, quoi. Quelqu'un qui fait de la musique tous les jours et qui s'oblige à avoir une optimisation des performances, il va aussi comprendre ça. Celui qui fait son jardin et qui le fait avec minutie, il va comprendre cette nécessité de respecter les étapes et de pouvoir être tout à fait en phase avec ce qu'on a à faire. Et j'avoue que plus ça va, plus je me dis que le fait d'avoir été sportif a été une aide. D'une part parce que ça m'a donné des objectifs et d'autre part parce que j'avais déjà un schéma en moi qui était préétabli et qui m'a permis de combattre plus facilement. Donc le livre, Marie-Pierre en a parlé tout à l'heure, donc on va revenir sur ce livre. Et en fait, ce qu'on souhaitait savoir, c'est que votre livre m'a traversé du cancer à la nage, une autobiographie. Pourquoi écrire ce livre? Alors à la base, j'ai écrit ce livre pour mes enfants. Parce que même si j'ai eu 2 cancers testiculaires et si aujourd'hui j'ai des prothèses, j'ai quand même eu la chance d'avoir des enfants, j'ai 5 enfants. Et je souhaitais qu'ils puissent savoir
qui était vraiment leur père et ce qu'il avait fallu, ce à quoi j'avais été confronté. Il y a beaucoup de pudeur dans la maladie, c'est-à-dire qu'un malade, il masque énormément de choses, il divulgue ce qu'il veut bien divulguer. De temps en temps, il ne peut pas faire autrement que de montrer des choses parce que la maladie est plus forte que lui et la fatigue se voit ou des choses comme ça. Mais mes enfants étaient petits quand j'ai été malade et autour de moi, on parle de temps en temps encore de la maladie. Je suis assez investi aussi sur ce schéma-là, sur ce combat-là pour aider un petit peu d'autres personnes. Et ils entendaient des choses sans savoir réellement ce à quoi j'avais été confronté. Donc j'ai commencé à écrire pour mes enfants. Et puis quand j'ai fait lire à 2-3 personnes le début, on m'a dit mais il faut que tu publies ça parce que ça peut aussi aider des malades, ça peut aussi aider des gens. Donc j'ai un tout petit peu changé la façon dont je rédigeais les choses, ça devenait un tout petit peu moins personnel et un tout petit peu plus ouvert. Mais l'idée c'était vraiment de partager ça. Moi j'avais fait mon deuil, j'avais essayé d'écrire quelques années après la maladie, donc il y a plus de 10 ans, il y a 12 ans. J'étais pas arrivé, je n'avais que de la colère en moi et je n'avais mis que des mots de colère sur le papier. C'était absolument pas fluide, c'était pas lisible, c'était pas pertinent. Et là, j'avais fini cette phase de colère, j'étais reparti sur une phase positive et j'avais donc envie de transmettre ce message-là pour les miens, puis finalement pour tous ceux qui veulent s'en servir, quoi. C'est vraiment le prend qui veut, il n'y a pas de leçon, je veux dire, c'est juste mon histoire. Dans les gens qui l'ont lu, voilà, il y en a beaucoup, j'ai eu beaucoup de retours en disant je comprends mieux des choses, j'analyse mieux la situation que j'ai vécue avec des proches, etc. Et c'est réellement ce à quoi je voulais tendre à partir du moment où j'ai décidé d'élargir l'auditoire ou le lectorat de ce livre-là. D'accord, merci. Donc, s'adresse-t-il uniquement aux personnes concernées par la maladie? Alors oui et non, c'est-à-dire ça dépend de ce que l'on va appeler les personnes concernées par la maladie. Je pense qu'aujourd'hui on est tous concernés par la maladie. Autour de soi, des gens qui dans leur proche entourage n'ont pas de connaissances qui sont touchés par la maladie, ça n'existe plus. Donc si je vais à ce niveau-là, ça concerne tout le monde. Donc le livre, il peut concerner tout le monde, il peut concerner tous ceux qui ont envie d'aller trouver une idée, une réponse, une question, tous ceux qui ont envie de savoir aussi très simplement, sans voyeurisme, ce que peut être la lutte contre la maladie, ce que ça peut générer comme effet secondaire. J'ai livré des choses assez personnelles dedans et des choses dont on ne parle pas forcément sur les effets secondaires ou sur les effets indésirables de la maladie, les effets collatéraux. La maladie, j'allais dire, c'est la partie immergée de l'iceberg et il y a tout ce qui est en dessous qu'on ne voit pas. Donc après, je pense que ça peut vraiment concerner tout le monde. Après, il faut que ça parle au lecteur et le lecteur, si ça lui parle, se sentira forcément concerné, plus ou moins impacté par différentes choses. Chacun est libre de prendre ce que bon lui semble et je crois que c'est vraiment l'intérêt. Merci. Les mots pour effacer les mots. Une thérapie? Ouais, mais non. Enfin, oui, mais non. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai écrit à un moment donné où moi j'étais apaisé. C'est-à-dire que j'ai pas écrit pour me libérer, j'ai écrit pour expliquer et pour faire comprendre à mes enfants ce que j'avais vécu, pour qu'ils sachent, qu'ils arrêtent aussi d'entendre des choses à droite à gauche de personnes qui pouvaient dire des choses sans savoir. Donc l'idée c'était d'aller dire voilà quel a été le quotidien, mon quotidien, voici quels ont été mes effets collatéraux, voici quels ont été les écueils auxquels j'ai été confronté, et qu'on arrête d'imaginer des choses et surtout qu'eux puissent vivre sereinement avec ça. Et d'ailleurs, j'ai des enfants petits encore, mais j'ai des grands enfants et mon plus grand fils m'a dit en fait j'ai découvert mon père au travers de ce que j'ai lu, parce qu'il y a beaucoup de choses que par pudeur je ne pouvais pas dire et le fait de les écrire, ils les ont lus. Mon choix, ça a été d'essayer d'avoir une écriture la plus simple possible, parce que plus j'utilisais des mots simples, moins il y avait d'interprétations possibles à ce que je pouvais écrire. Et ils ont été un petit peu étonnés de certaines choses, ils ont été moins étonnés d'autres choses, ils ont retrouvé des anecdotes qu'ils connaissaient et beaucoup d'autres qu'ils ne connaissaient pas. Et à ce niveau-là, j'ai vraiment pas écrit pour me soigner, j'ai écrit pour partager. Et je n'aurais pas réussi, je pense, à faire la même chose si j'avais été dans une phase j'allais dire, de guérison encore. J'étais vraiment passé à une phase ultérieure. Et dans mon cas, je n'aurais pas pu faire la même chose avant. D'accord.
Vous aviez oui, votre message, vous nous l'avez expliqué, hein, ça rejoint la question qu'on allait vous poser, donc savoir quel était le message que vous souhaitiez faire passer à travers ce livre. Alors le message c'est simple, c'est comme je pouvais le dire tout à l'heure, on connaît tous des gens malheureusement qui ne survivent pas au cancer ou à d'autres maladies, mais la vie vaut la peine d'être vécue et tant qu'il y a de la vie, il faut garder espoir. Il faut se battre au quotidien, éviter aussi de se battre trop fort, c'est-à-dire d'être excessif dans un certain nombre de choses, croquer la vie, être optimiste, faire confiance à notre équipe médicale, même si il y a des moments on l'aimerait plus présente, parce que les médecins ont beaucoup de patients, nous on n'a qu'un médecin face à nous, c'est notre référent bien souvent. Et puis surtout, essayer de mettre en place une stratégie pour gagner cette bataille-là, être optimiste tant qu'on peut être optimiste, et savoir qu'il y a des gens qui sont sortis, comme je peux l'avoir fait moi. Je pensais que c'était important aussi de pouvoir partager ça avec d'autres personnes, parce que j'ai été malade, je suis sportif depuis toujours, j'ai la chance d'être redevenu sportif aussi, c'est-à-dire que la maladie, le vecteur c'est que la maladie n'a pas entravé les choses que j'aimais, n'a pas entravé les performances que je pouvais réaliser, et que quoi qu'il advienne, j'ai encore, après la maladie, et tout le monde a encore, pour ceux qui s'en sortent, des choses très belles à vivre. Et ça, c'est très important. Dans votre livre, vous abordez une image, la théorie du barbapapa. Oui. Vous pouvez nous expliquer ? En fait, ça c'est quelque chose, c'est peut-être la sagesse de l'âge aussi. J'ai compris qu'il y a beaucoup de choses dans la vie contre lesquelles on ne peut pas lutter. Et ces choses-là, bien souvent, on se bat malgré tout contre elles. Quand vous êtes dans la rue et que quelqu'un vous klaxonne parce que ça n'avance pas devant vous, vous pouvez faire ce que vous voulez, si c'est bloqué devant vous, vous ne pourrez pas passer. Et apprendre à ne pas se focaliser sur toutes les choses sur lesquelles je n'ai pas de prise. Ça ne m'empêche pas de me battre pour des causes, ça ne m'empêche pas de dépenser beaucoup d'énergie pour des choses, mais c'est arrêter de lutter contre tout un ensemble de choses sur lesquelles je ne vais pas pouvoir combattre, soit parce que ça n'est pas de mon ressort, soit parce que je n'ai pas le matériel, qu'il soit physique ou psychologique ou intellectuel, pour le faire. Ce n'est pas de mon domaine. Et moi, j'ai pris plutôt l'habitude de me mettre dans des endroits où je peux évoluer comme j'en ai envie, sans être trop entravé par l'extérieur et sans trop gêner l'extérieur. Un barbapapa, ça prend la forme qu'il veut et ça se met là où il reste de la place. Ça ne veut pas dire que je me fais marcher sur les pieds, pas du tout. Ça ne veut pas dire que je ne combats pas. Quand je vais en compétition, j'arrête un peu d'être un barbapapa et je deviens un compétiteur. Mais ça veut simplement dire que j'ai arrêté de lutter. Si j'arrive à la piscine pour m'entraîner, que la piscine est fermée parce qu'il y a un problème technique, il y a quelques années, ça m'aurait beaucoup énervé. Aujourd'hui, ça ne m'énerve plus. Je ne peux pas lutter. Il y a un problème technique, ce n'est pas de mon ressort et je ne lutte pas. Je vais faire autre chose. J'en profite pour faire autre chose. Simplement, ça m'évite de dépenser de l'énergie inutilement. Et j'ai compris, la maladie m'a beaucoup aidé à ça, c'est que l'énergie, j'en ai jamais trop et que celle dont je dispose, il faut que je l'utilise, si possible à bon escient. Vous savez comme moi que tout peut s'arrêter demain, alors je suppose que vous avez plein de projets. C'est quoi le prochain défi ? Un challenge ? Un nouveau livre ? J'ai plein de projets, oui, j'ai toujours plein de projets. J'ai toujours des projets sportifs, j'ai des projets personnels. J'ai le projet d'écrire un prochain livre effectivement, mais qui serait un livre de témoignages, en recueillant une œuvre collective avec des malades qui pourraient témoigner un petit peu de leur vécu pour compléter le mien et pour aller là encore aider des gens qui sont face à la maladie, que ce soit des gens qui sont touchés eux-mêmes ou des proches qui sont touchés, qui n'ont pas toujours toutes les réponses. Effectivement, moi je fourmille d'idées, je vis à 100 à l'heure. La maladie m'a aussi fait comprendre ça. Je l'ai écrit d'ailleurs dans mon premier livre. La première des choses, une des choses les plus importantes que j'ai comprises avec le cancer, c'est que je n'étais pas Superman et que demain, tout peut être fini, ou même dans un quart d'heure. Enfin, et quand on a 25 ans ou 24 ans, comme j'avais quand j'ai eu mon premier cancer, on pense qu'on est immortel quelque part. On ne voit pas, on ne se projette pas sur quelque chose qui peut s'arrêter soudainement. J'ai pris pleinement conscience, et en quelques minutes, de ce fait-là. C'est-à-dire que
aujourd'hui je suis en forme, je ne sais pas comment je serai demain. Et donc j'essaie de vivre chaque journée, non pas comme si c'était la dernière, ça fait un peu cliché, mais en optimisant le temps que j'ai et l'énergie que j'ai, en profitant de chaque rencontre, de chaque discussion, de chaque moment, pour retirer toujours, tous les jours, des choses de positives de ma journée. Des jours j'y parviens mieux que d'autres, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est d'avoir toujours des choses à faire, même si la chose à faire c'est juste se reposer, parce que se reposer c'est une chose importante à faire, que je ne savais pas faire avant d'être malade par exemple. J'avais l'impression que si je me reposais je perdais mon temps. Et c'est d'avoir des idées, c'est d'avoir des projets, c'est d'avoir le plus possible des choses réalisables et auxquelles je vais pouvoir m'attacher. Je n'ai pas pour projet d'aller grimper l'Everest, j'ai jamais fait d'alpinisme, mais ce n'est pas dans mes cordes. J'ai des projets qui sont liés à ma personne, qui sont liés à mes aptitudes. C'est vraiment ça aussi que la maladie m'a appris, c'est que il faut avoir des objectifs qui soient réalisables. Bien souvent, quand on est jeune, on pense qu'on va atterrir sur la Lune en inventant un nouveau canon à projection. Mais aujourd'hui, j'ai compris aussi que ce qui est important, c'est d'avoir des projets, mais des projets réalisables. Et c'est vraiment ce à quoi je m'attelle. Merci. Donc, Nicolas Ringer, on vous remercie encore pour ce moment. On est sûr que vous aurez éclairé sur certaines idées, permis à de nombreuses personnes de voir que c'est possible. Vous aviez envie de vous rajouter quelque chose peut-être ? J'ai juste envie de rajouter qu'effectivement il faut toujours croire, et il y a quelques années j'ai eu la chance de participer aux états généraux du cancer en présence du président Jacques Chirac qui était là à l'époque, l'année où le cancer était grande cause nationale, et j'avais à cette occasion-là repris une phrase que m'avait dite un cancérologue qui était devenu un ami, et cette phrase c'était « L'espoir et l'espérance ne trompent jamais ». Et j'aimerais que plein de gens réfléchissent et s'approprient cette phrase-là, parce qu'effectivement, tant qu'on a de l'espoir et tant qu'on a de l'espérance, on peut voyager sereinement. Merci. Merci Nicolas.